Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où on va faire un calcul assez simple, donc l'écoulement le plus simple qui existe dans la mécanique des fluides, l'écoulement de Couette. Donc qu'est-ce qu'un écoulement de Couette? C'est un écoulement entre deux plaques, donc je vous fais deux plaques, hop, une plaque et une autre plaque, séparées d'une micro-épaisseur, et donc c'est des plaques infinies, les plaques sont infinies, et la plaque du haut à une vitesse. La plaque, donc on vient entre les deux plaques, on se place ici, on est entre deux plaques, donc il y a une vitesse U, grand U. Donc il y a une vitesse de la plaque supérieure. La plaque inférieure, elle a une vitesse nulle, 0 en vitesse antérieure. Ok, donc maintenant, il y a un modèle très simple à cet écoulement qui est linéaire la plupart du temps, mais il peut être parabolique aussi lorsqu'il y a un gradient de pression. C'est ce qu'on va voir avec les calculs qu'on va faire. Donc on commence tout simplement avec l'équation de la conservation de la masse. Donc là on est en deux dimensions, on est en 2D, donc selon Z, on n'a pas de dérivée selon Z. Z n'existe pas dans les équations. Donc c'est en deux dimensions. Donc j'écris la conservation de la masse en deux dimensions. Donc elle s'écrit tout simplement. Donc l'équation de conservation de la masse, en réalité, elle s'écrit dρ sur dt plus, etc. ρ, nabla, donc U, donc la vitesse plutôt, V, la vitesse. Donc là, ça, c'est nul, parce qu'on est en stationnaire. Donc on est en stationnaire. Donc je peux retirer le ρ. Donc mon équation de conservation de la masse s'écrit tout simplement gradient de la vitesse, donc divergent de la vitesse égale 0. Et je n'oublie pas la flèche au-dessus de mon gradient. Donc attendez, je vous le réécris un peu mieux. Hop, nabla en vecteur, parce que c'est un divergent, fois la vitesse égale 0. Voilà. Donc en fait ça s'écrit aussi divergent de la vitesse égale 0. Et donc comment est-ce que je le traduis? Je le traduis par un produit scalaire en réalité. Donc comment j'écris le produit scalaire? Tout simplement d sur dx, d sur dy. Ça c'est le vecteur nabla, l'opérateur nabla si vous préférez. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur nabla, ça va vous aider à comprendre cette vidéo. Scalaire U, V. Donc U et V égale à 0. Donc U c'est la vitesse selon x, donc la vitesse la vitesse de face de l'écoulement, et V c'est la vitesse selon y. Donc il y a deux coordonnées de vitesse en fait. Donc c'est la coordonnée selon x et la coordonnée selon y. Donc ensuite je fais mon produit scalaire, ça fois ça, plus ça fois ça. Hop. Donc en fait ça c'est équivalent à du sur dx plus dv sur dy égale à 0. Ok. Sauf qu'en fait, la vitesse selon x, elle ne varie pas. Elle varie uniquement selon y. Donc ça, c'est quelque chose à observer sur la physique de l'écoulement. C'est vraiment l'écoulement entre deux plaques. Il n'y a qu'une vitesse selon... La vitesse ne varie qu'avec la hauteur. Elle ne varie parce qu'en fait, quand on considère que l'écoulement, c'est une plaque qui bouge supérieure dans la direction x, il ne peut pas y avoir de perturbation aux autres endroits. Donc c'est uniquement une vitesse qui dépend de y. Donc ça, c'est 0. Ce qui nous donne que la vitesse, la coordonnée de vitesse selon y ne dépend pas de y. Donc je vais vous faire un petit récap. U, la coordonnée de vitesse selon x,
elle ne varie qu'avec y. Et donc là, on vient de remarquer que v, donc la coordonnée de vitesse selon y, elle ne varie pas avec y. Ok. Donc aussi, elle ne varie pas selon x, hein, parce qu'en réalité, aucune des vitesses ne varie selon x. Donc au final, v, c'est une constante. C'est une constante, tout simplement. Donc maintenant, je poursuis mon calcul. Une fois que j'ai fait équation de conservation de la masse, je passe à équation de conservation de quantité de mouvement. Donc on est parti. Donc c'est la deuxième grosse équation de conservation. Il y en a une dernière, c'est l'équation de la conservation de l'énergie totale, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo, on va se concentrer sur la vitesse. Donc comment j'écris mon équation? Elle s'écrit tout simplement ρ dv grand dv sur dt égale moins nabla p moins. Bon, on verra si je me suis trompé de signe. Ok, on verra après. Plus mu delta U. Voilà, donc je vous laisse prendre note de cette équation de conservation de mouvement, de la conservation de la quantité de mouvement. Moi je vérifie juste un truc. Donc je reviens. Donc c'est bon, il n'y avait pas d'erreur. Donc pas d'erreur dans cette équation de conservation de la quantité de mouvement. Donc maintenant, je vais détailler un peu les calculs pour arriver à la forme finale de l'équation. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la dérivée particulière. Donc en fait, ça se traduit par ρ dv, donc dérivée de la vitesse selon t, plus v nabla v. Ok, ça c'est la dérivée particulière en fait. Ok. Donc ensuite, je vous le détaille un peu plus ce terme. En fait, ce terme va se changer en... Donc, ce terme va se changer en un produit dyadique. Et donc au final, on va trouver des produits UV. Donc UV c'est tout. UV fois donc des DU sur DV, sur DX, pardon, et des DV sur DY. Il y en a plein qui vont se simplifier là, parce qu'on a plein de vitesses nulles. Donc là, ça en fait, ça va me donner des produits, et donc ça c'est un produit dyadique hein, entre les deux. Donc maintenant, je ne vous détaille pas tout le calcul, je vous donne les étapes très simples que vous avez donc vues normalement beaucoup de fois si vous avez fait des études supérieures en mécanique des fluides. Donc maintenant, on passe au résultat. Donc, hop, je vous change les dérivées particulières, la dérivée particulière, le gradient et le laplacien, je les change dans la dernière équation. On est parti. Donc, en fait, ça fait deux équations parce que ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur, tout est vecteur. Donc en fait, les équations sont donc c'est les équations de conservation de la quantité de mouvement. C'est les équations qui donnent la vitesse de l'écoulement. C'est à partir de ces équations-là qu'on part pour définir l'écoulement. Donc, ça nous donne hop, dp sur dx. Ok. Ah, plus, excusez-moi, plus le terme visqueux. Donc le terme visqueux qui est la viscosité dynamique multipliée par donc ce nabla U en fait. Excusez-moi, je m'étais trompé ici. C'était nabla V. Enfin, c'était delta V plutôt. Voilà. Je m'étais trompé là. C'était un V. Et donc là, ici, ça sera un U. Donc en fait, c'est tout simplement la dérivée seconde
de la vitesse selon y. Ok. Donc ensuite, donc ρ était multiplié par tout ça, excusez-moi. Donc ensuite, j'ai donc ρ dv sur dt plus u dv sur dx plus v dv sur dy. Ok. Égale tout simplement dp sur dy plus nu dv sur donc d, bon c'est dy2 hein, mais ça va rien changer de toute façon. Ok, donc maintenant je vais vous dire tous les termes qui vont se supprimer dans votre équation de conservation de la quantité de mouvement. Donc je récapitule un peu pour ceux qui ont du mal à suivre. On commence par l'équation de la conservation de la masse, l'équation de conservation de la masse. On en déduit les résultats. Ensuite on passe à l'équation de conservation de la quantité de mouvement. On en déduit les résultats sur la vitesse, sur les vitesses. C'est toujours comme ça qu'on procède en mécanique des fluides, c'est qu'on part des équations de conservation. Parce qu'en fait, un écoulement, il y a des choses qui se conservent au sein d'un écoulement. Et ce qui nous permet d'en déduire des résultats. Donc maintenant que je vous ai réexpliqué un peu la démarche générale, je repars sur mes équations de conservation de quantité de mouvement et je simplifie les équations. Donc l'écoulement est stationnaire. Donc pas de gradient selon le temps. Pas de dérivée temporelle. Hop, pas de dérivée temporelle dans la deuxième équation non plus. Ensuite, donc on avait dit les vitesses ne dépendent pas de x. Parce qu'en fait, elles sont homogènes sur la hauteur. Donc ça, c'est 0 aussi. Hop. Pareil pour ce terme-là, parce qu'il y a du x. Il n'y a pas de x, c'est 0. Ensuite, il nous reste ça. On avait déduit de l'équation de conservation de la masse que la vitesse selon y, la coordonnée de vitesse selon y, était constante. Donc en fait, selon y, ça vaut aussi 0. Hop là. Donc, maintenant, cette vitesse, en réalité, c'est une constante, mais en vérité, elle est nulle. Il n'y a pas de vitesse sur la hauteur, il n'y a pas de vitesse. Elle est quasi nulle. Donc en fait, c'est 0 aussi. Ok, donc il me reste C. Donc en fait, là, je vous résume un peu tout ça. Ça, c'est égal à 0. Ah, et je me suis trompé, il y avait un moins ici. Hein. Donc là, c'est un moins, et là, c'est un moins. Donc là, c'est égal à 0. Et là, c'est égal à 0. Et ce terme-là, il est nul. Hop. Parce que la vitesse V n'existe pas, en fait. Donc maintenant, donc tout simplement aussi parce qu'on remarque que V est une constante. Et donc, la vitesse selon la hauteur, si on se place en le point 0, il n'y a pas de vitesse. Donc en fait, cette constante, elle est forcément nulle. Voilà, donc je vous donne tout le détail, même si je ne voulais pas trop vous le donner au début. Mais donc cette vitesse est forcément nulle. Donc maintenant, ça, la première équation, enfin la deuxième, on va commencer par la deuxième. La deuxième équation donne que P ne dépend pas de la hauteur Y. P ne dépend pas de la hauteur Y. En fait, P, ça varie qu'avec X. Voilà. Donc comme on aurait pu s'en douter, en fait la pression, elle va de là jusqu'à là. Donc voilà. Donc la pression varie qu'avec X. Là il y a une forte pression, là il y a une forte pression, là il y a une plus faible pression. C'est ce qui crée un écoulement en réalité. Donc ça ne dépend pas de la hauteur, la pression. Premier résultat de l'équation de la quantité de mouvement. Maintenant, deuxième résultat de l'équation de la quantité de mouvement, de conservation de la quantité de mouvement, c'est que j'ai cette équation-là. Je vais un peu plus la détailler.
Hop. Donc maintenant, je sais que donc j'ai ça. Donc j'ai cette équation-là. Je passe ce gradient de l'autre côté. Hop, j'efface tout ça. Donc je passe le gradient de pression de l'autre côté. Ça me donne l'équation finale des gradients de la pression égale mu d2u sur dy2. Ok. Maintenant, je vous ai prouvé tout à l'heure que P ne variait qu'avec X. P égale Px, avec la deuxième équation de la conservation de la quantité de mouvement. Donc sur la deuxième coordonnée plutôt. Donc la pression, ce terme-là, en fait, il ne dépend que de X. C'est une fonction de X. Ce terme, en réalité, U ne dépend que de Y. Parce qu'on l'a prouvé, en fait, les vitesses ne dépendent pas de X. Donc, ça dépend que de Y. Donc là, j'ai une fonction G de Y. Or, deux fonctions d'une variable différente ne peuvent pas être égales en réalité. Parce que sinon, ça implique immédiatement que la fonction est constante. Parce qu'en fait, c'est ni une constante de X, ni une constante de Y. C'est donc une constante tout court. Donc je peux écrire que dérivée de P par rapport à X égale pression égale la viscosité dynamique fois la dérivée seconde de U par rapport à Y, qui est égale en fait à une constante K. Bon, moi je vais l'appeler la constante, je vais l'appeler C la constante, hein, parce que j'ai plus l'habitude d'écrire C. Ok. Donc la constante C. Donc maintenant, j'intègre, donc je vais me concentrer sur ce terme-là, excusez-moi. Hop. Donc C en fait est facilement exprimable de toute façon. Donc je ne sais pas si je vous le montre maintenant ou si j'attends après. Bon, vous savez quoi, on l'exprime tout de suite C, comme ça après on pourra le réutiliser dans les autres équations. Allez, donc C, c'est aussi égal à dP sur dx. Or, le gradient de pression, lorsqu'on a une dérivée comme ça, on peut considérer que c'est tout simplement, s'il y a un écoulement avec une pression à l'entrée et une pression en sortie, on peut considérer que c'est pression sortie moins P entrée, pression d'entrée, sur la longueur. Donc j'ai le droit, donc c'est pas égal hein, par contre. Hein. Attention, c'est à peu près égal. Donc ça fait pression de sortie moins pression d'entrée sur la longueur, que je vais tout simplement écrire delta P sur L. Donc C en fait c'est delta P sur L. Maintenant que je sais ça, je peux effacer tout ça. Hop. Delta P sur L. Et le delta P, donc c'est la différence entre l'entrée et la sortie. Hein. Voilà. Donc maintenant que j'ai ce résultat, je vais pouvoir intégrer deux fois l'équation. Donc c'est parti, j'intègre deux fois l'équation. Donc je l'intègre, bon déjà je l'intègre une première fois. Je l'intègre une première fois, j'obtiens mu d2u sur dy. Bon, vous savez quoi, on va passer le mu de l'autre côté, ce sera plus simple. Hop, mu ici. Donc je l'intègre une fois. Ça me donne delta P sur L mu donc fois Y plus, donc attention il n'y a plus de 2 là, hein, c'est la dérivée première maintenant. Je l'ai intégré une fois donc j'ai la dérivée première. Plus une constante A.
constante d'intégration. Maintenant, j'intègre une seconde fois. Hop, j'intègre cette équation et j'obtiens U de Y qui est égal à delta P, donc Y intégré, ça fait Y au carré sur 2, donc 2L mu Y au carré plus AY plus la constante d'intégration B. Ok. Donc maintenant, j'ai deux constantes. Il me faut donc deux conditions limites sur ma vitesse. Donc j'efface tout le reste. Et je vous laisse le résultat important. Voilà. Donc, j'ai besoin de deux conditions limites. J'ai une première condition limite, c'est que U en 0 vaut 0. En effet, là, il n'y a pas de gradient à cet endroit-là. En fait, ça continue et j'ai 0 ici. Donc en 0, je n'ai pas de vitesse. C'est la plaque en bas, elle n'a pas de vitesse. Elle est immobile, je vous l'ai dit au début. Donc la vitesse en 0 est nulle. Donc je l'écris U0 égale 0. UY égale 0 égale 0. Voilà. Maintenant en L, en H plutôt, l'épaisseur de ma plaque. C'est pas l'épaisseur E, c'est l'épaisseur H. En H, je suis au niveau de la plaque qui se déplace et je lui ai imposé une vitesse de déplacement U. Donc en fait, U, Y égale grand H, pas grand H, on va écrire petit h, excusez-moi. Y égale H, c'est égal à grand U, la vitesse de la plaque. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, j'utilise mes deux conditions limites pour avoir A et B. Donc on est parti. Donc U de 0 égale B. Donc B égale tout simplement 0. Ok. C'est bon, je ne vous détaille pas plus cette étape-là, elle est assez simple. Maintenant, je fais la deuxième étape. U de Y égale H égale grand U. Ce qui me donne U de H égale delta P sur 2 mu L H au carré plus AH. Ok. Et donc ça, c'est égal à grand U. Ok. Maintenant, je passe ce terme de l'autre côté. Donc, et je divise par H, ce qui me donne que la constante A est tout simplement égale à voilà. Donc voilà la constante A. Ok. Donc maintenant, je repars sur mon U. Maintenant, j'ai les deux constantes. C'est terminé. Donc là, je l'ai, le profil de vitesse. UY, c'est égal tout simplement à delta P sur 2 mu L Y au carré plus... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai oublié le U ici. U sur H. Ouais, je m'étais trompé, excusez-moi. Donc U sur H moins delta P sur 2 mu L H. Ok. Plus U sur H moins delta P sur 2 mu L H fois Y. Donc je vérifie que j'ai le bon résultat.
Donc c'est bon, j'ai le bon résultat. Et donc ça c'est un modèle d'écoulement de couette. En fait l'écoulement de couette, c'est un écoulement dans lequel la vitesse elle est connue selon la position Y dans laquelle vous vous placez dans l'écoulement. Et donc maintenant j'ai le droit de dire que c'est bien une droite comme ça. Bon, c'est pas une droite en réalité. Je vais vous détailler un peu tout ça. Donc, en fait, c'est pas une droite. Parce qu'on remarque qu'il y a un Y au carré. C'est donc, en fait, c'est plus, l'écoulement il se fait plus comme ça. Hop, 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 hop. Il se fait avec pas une droite en fait. Une droite ça ferait comme ça. Mais là on fait plus une parabole en réalité. Donc quand est-ce que c'est une droite? Donc ce modèle aussi, je vous dis, il est valable en laminaire. Donc en laminaire, faible Reynolds. Donc en laminaire, donc pour de faibles Reynolds. Et le Reynolds de ce type d'écoulement, il s'écrit tout simplement UH sur mu. Sur nu, je sais plus. Bon, c'est UH excusez-moi. Voilà, UH sur la viscosité cinématique. Donc la vitesse de la plaque supérieure multipliée par la hauteur entre les deux plaques divisée par la viscosité cinématique. Et donc ce modèle, il est valable pour de faibles Reynolds. Ok? Sauf que le Reynolds, il peut être faible si la viscosité est très forte. Et donc la vitesse peut être forte à son tour. Mais en fait, le modèle est beaucoup plus simple si la vitesse est faible. Là, on n'a même pas besoin de toucher à la viscosité si la vitesse est faible. Et le modèle, en fait, il se change. Donc, faible vitesse, deux points, ça implique le gradient de pression quasi nul. Et si j'ai un gradient de pression quasi nul, en fait, l'équation, elle devient UY égale 0 plus U sur H moins 0 Y. Donc en fait, je vous l'écris un peu plus simplement. Ça devient U sur H fois Y. Donc ça, c'est un des profils de vitesse les plus simples en fait de toute la mécanique des fluides. C'est que vous voulez votre vitesse selon la hauteur entre deux plaques avec une en mouvement, écoulement de couette. Vous avez juste à connaître la vitesse de la plaque supérieure, la hauteur entre les deux plaques, infinie, les plaques doivent être infinies. Et donc vous multipliez par l'emplacement où vous vous placez au niveau entre les deux plaques, et vous avez la vitesse à cet endroit-là. C'est quand même assez puissant. Ok. Maintenant, nous, on a un profil parabolique en réalité, parce qu'on a un gradient de pression. Donc ça dépend, soit vous n'avez pas de gradient de pression, et ça s'écrit comme ça, soit vous en avez un, et ça s'écrit tel quel. Ok. Donc j'espère que j'ai été clair sur les hypothèses et tout le reste de ce problème. Donc, quand est-ce que cet écoulement de couette peut être utile? Il est utile donc en rhéologie des fluides, notamment lorsqu'il faut estimer des forces de cisaillement, etc. Donc cet écoulement est souvent utilisé. Et c'est un peu cet écoulement-là qu'il y a dans les rhéomètres d'ailleurs, dans les rhéomètres avec des fluides. Il est aussi utile pour vérifier le bon fonctionnement d'un logiciel de simulation numérique. Donc je m'explique. Lorsqu'on a un logiciel de simulation numérique et qu'on ne sait pas s'il renvoie des résultats justes, ce qu'on va faire, c'est simuler l'écoulement le plus simple qui existe, l'écoulement entre deux plaques, l'écoulement de couette. Parce qu'en fait le modèle est simplissime et connu, donc vous avez juste à faire un petit Excel avec vos résultats de la simulation et avec le modèle. Et vous vérifiez si votre modèle est la même chose que la simulation, et vous avez un moyen très simple de vérifier que votre logiciel marche bien.
Et ensuite, c'est un écoulement utile à connaître en mécanique des fluides, parce que des fois il y en a dans des systèmes un peu complexes, et qu'il faut être au courant des écoulements classiques. Donc moi je vais vous faire des vidéos sur ça, sur des écoulements. Je vais vous faire quelques vidéos sur ça parce que j'ai un peu étudié ça en cours. Et j'espère que ça vous plaira et que cette vidéo vous a plu. Merci, à la prochaine.